En manchette ce soir, 3 perquisitions en lien avec de la pornographie juvénile. 2 hommes et une femme arrêtés à Rouyn-Noranda et Sainte-Germaine-Boulay. Hausse des incivilités envers les enseignants. Il n'y a personne qui en sort gagnant là, dans ces situations-là. Ni les enseignants, ni les élèves, et en fait tout le personnel scolaire. Et les crimes reliés à la drogue et l'alcool explosent à Long Point First Nation. Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour le TVA 18h. Au cours des 2 derniers jours, il y a eu plusieurs arrestations et perquisitions en lien avec de la pédopornographie. 2 hommes et une femme, tous âgés entre 18 et 31 ans, ont été arrêtés et 3 perquisitions ont été réalisées au domicile des suspects à Rouyn-Noranda, soit sur la rue Perrault-Est et sur la rue des Vins, mais aussi à Sainte-Germaine-Boulay, sur la rue Morin. Les suspects ont tous été rencontrés par les enquêteurs. Un des suspects devait même comparaître aujourd'hui, en après-midi, au palais de justice de la Sarre sous divers chefs d'accusation liés à la pornographie juvénile. Maintenant, on se tourne en éducation. De nombreuses enseignantes et enseignants de la région signalent des situations d'incivilité dans les écoles. C'est ce qui ressort d'un sondage mené par la Fédération des syndicats de l'enseignement. Mais ce ne serait pas seulement les enfants qui feraient preuve d'impolitesse. Alexis Dumont nous explique la situation. 75 des 231 membres de la région sondée disent que l'incivilité perçue dans les écoles représente un problème important. Les enseignants qui ont dit, ça devient une surcharge dans ma tâche, mais surtout, ça vient aussi nuire à ma motivation à enseigner. Et là, on sait qu'on a un problème de pénurie de main-d'œuvre, on a un problème de rétention des enseignants. Alors, quand 80 d'entre eux disent que les incivilités nuisent à leur motivation, c'est important de s'en préoccuper. Des comportements qui ont été observés chez plusieurs jeunes. Parce que l'enfant qui essaie de se concentrer et qui a toujours l'élève à côté qui interrompt l'enseignant, qui fait du bruit toujours pour déranger, qui lance des insultes, ben c'est sûr que ça vient nuire à sa concentration. L'enseignant doit intervenir constamment, ce qui fait qu'il perd du temps d'apprentissage aussi. Donc, vraiment, il n'y a personne qui en sort gagnant là, dans ces situations-là. Pour Karine Rivard, enseignante dans une école primaire à Rouyn-Noranda, diverses solutions doivent être considérées pour diminuer le problème. Il faut que ça change dans nos milieux, ce côté-là, d'assurer qu'il y ait un plus grand respect, qu'il y ait moins d'incivilité, puis probablement que ça va être une bonne roue qui va tourner parce que si on essaie d'améliorer ce côté-là au niveau des élèves, on se dit probablement que la violence, comme en ce moment, la violence dans les écoles, il y en a énormément. Et probablement qu'à un moment donné, ça va diminuer là aussi. C'est important de prendre la situation à bras-le-corps, d'intégrer les enseignants dans la solution pour s'assurer de répondre comme il faut aux besoins. Mais ce n'est pas que les jeunes qui font preuve d'actes d'incivilité, les parents également. Un enseignant sur 4 en région et on tombe à un enseignant sur 3 au Québec qui est la cible d'incivilité de la part des parents aussi, au moins une fois par mois. D'ailleurs, plusieurs autres consultations seront effectuées prochainement afin d'aider à améliorer le climat de travail et le climat de vie à l'intérieur des écoles. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous remarqué une hausse des incivilités envers les enseignants? » Vous avez répondu non à 62 %. Et Long Point First Nation déclare un état de crise de violence dans la communauté. Des crimes reliés à l'alcool et à la drogue explosent depuis quelque temps sur le territoire. L'administration observe que la situation a empiré dû au manque de présence policière et d'engagement de la Sûreté du Québec. Le chef de la communauté, Henry Rogers, demande donc au gouvernement du Québec de faire le point sur la relation entre la SQ et les territoires autochtones. Et on poursuit dans le monde judiciaire. C'était une 3e journée de procès pour Philippe Leclerc à Rouyn-Noranda, accusé d'avoir involontairement tué à la hache son oncle René Leclerc en juin 2022. Et Alexandre, la question de la santé mentale prend de plus en plus de place dans le procès. Ah oui, tout à fait. Ce matin, on a eu le témoignage du policier de la Sûreté du Québec qui a procédé à l'arrestation de Philippe Leclerc.
Et ce dernier a rapporté cet avant-midi certains oui-dire, comme quoi l'accusé était connu des services de police en lien avec des enjeux de santé mentale, d'agressivité et de consommation de drogue. Un contre-témoignage serré entre l'agent et la défense s'en est suivi, au cours duquel Maître Élise Pinsonneau a talonné le témoin sur l'état physique et mental de son client au moment de l'arrestation le 10 juin 2022. Philippe Leclerc avait alors un comportement étrange lors de son arrestation et se tortillait sans raison apparente, selon l'agent de la Sûreté du Québec. Le juge a été clair avec le jury en mentionnant qu'il faut, dans un premier temps, attendre l'entièreté des preuves avant de répondre aux questionnements, mais qu'il y a tôt ou tard, il faudra bel et bien répondre à la grande question, à savoir, est-ce que M. Leclerc faisait face à des enjeux de santé mentale qui le rendaient non responsable de ses gestes? C'est là tout le travail qui attend le jury dans cette affaire. Oui, d'autant plus là qu'on a appris hier que les deux hommes ne semblaient pas être en conflit. Oui, exactement. Même Caline Dallaire, la femme du défunt, qui a témoigné hier, a mentionné que Philippe aimait son oncle René. Reste que selon le médecin qui a examiné le corps, le coup de hache porté à la tête de René Leclerc était de nature mortelle. Pour la suite, on ne sait toujours pas si l'accusé, Philippe Leclerc, va témoigner. La présentation des preuves se poursuit demain et la semaine prochaine. On vous tient au courant de tous les détails dans cette affaire. On va suivre tout ça. Merci, Alexandre. Au revoir. On continue le bulletin en éducation. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue joint sa voix au président des conseils d'administration de Cégep du Québec pour dénoncer les mesures restrictives du gouvernement. Dans une lettre nommée « Choisissez l'éducation », il demande à ce que chaque cégep soit reconnu selon la réalité de leur région. Les explications de Cita Anne-Julie Labrec. Le conseil d'administration du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue considère que la gestion centralisée à Québec freine la souplesse et la saine gestion des établissements. Il y a beaucoup de choses qu'on avait planifiées qui ne peuvent pas se réaliser parce que Québec a décidé à un moment donné d'envoyer un chèque à tout le monde, là, il y a 2 ans, au lieu de se garder de l'argent pour être capable de faire face aux intempéries. C'est l'autonomie des cégeps qui est en péril, selon le président de la Conférence des préfets de la région, Jacques Bégin. On appuie entièrement le conseil d'administration du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On note encore une fois une centralisation qui est quand même très forte, incroyable. On a un conseil d'administration qui est capable de prendre les décisions qui sont importantes pour notre Cégep. On sait que notre Cégep a des nouveaux programmes, donc ça prend les moyens pour les mettre en place. Et quand on voit que ces décisions-là sont prises par Québec pour notre région, bien, ça nous désole. La Chambre des commerces de Rouyn-Noranda a plusieurs inquiétudes. Il rappelle l'importance des programmes spécifiques du Cégep de la région. Il y a des spécialités qui ne s'offrent pas ailleurs. Le meilleur exemple, là, c'est qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a quand même une région qui dessert le secteur minier et puis les formations sont plus spécifiques. Donc, c'est sûr que quand les gens décident dans les grands centres pour les régions, ça ne marche pas toujours. Premièrement, avant de prendre des décisions comme ça, le gouvernement devrait peut-être consulter les cégeps et les universités et puis les milieux scolaires qui sont concernés. Garder les étudiants en région est un enjeu pour l'Abitibi-Témiscamingue. On sait que les étudiants s'installent à 75% environ à 50 km du lieu où ils vont étudier. Donc, pour nous, en Abitibi-Témiscamingue, c'est une attraction qui est très, très importante. Donc, ça nous inquiète. Puis, on veut avoir nos étudiants ici avec les moyens pour les former. Autrement dit, Québec doit être un partenaire et non pas un dictateur. Pour être capable de garder une certaine vitalité en région, on a besoin de nos institutions pour être capable de former des gens qui sont de la région, qui sont prêts à s'établir et rester en région. Dans sa mise à jour économique, le ministre des Finances, Éric Girard, a confirmé que le gouvernement révisera tous les programmes et les ministères en 2025, ce qui inclut les établissements d'enseignement comme les cégeps. C'est à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, l'UQAT et l'Institut national de recherche scientifique innovent. Les deux institutions vont être les premières au Canada à mettre sur pied des programmes en français de maîtrise et de doctorat en études autochtones, et ce, dès 2025. On écoute à ce sujet le directeur de l'École d'études autochtones à l'UQAT. L'UQAT est déjà bien spécialisé justement en ce qui a trait aux études autochtones. Concrètement, c'est quoi le travail qui va pouvoir être fait dans ces deux programmes-là et qu'est-ce que ça va apporter de plus justement de ce qui se fait déjà à l'UQAT? Bien, vous avez raison de le dire. Ça fait déjà longtemps qu'on travaille sur les questions autochtones avec les partenaires autochtones. On a diplômé beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, mais pour faire ça, on devait utiliser
ce qu'on appelle des programmes sur mesure, à défaut d'avoir des programmes réguliers là, sur ces thématiques-là. Fait que ça tenait un peu avec du duct tape, là, on va dire, si vous me passez l'expression. Et là, maintenant, ce que ça fait, c'est que ça vient consolider les expertises, nous donner les moyens de nos ambitions. Donc, autant là, en termes de structuration des programmes, avec une offre de cours vraiment prévue pour ça. Donc, toutes sortes de cours de différents types, là, des séminaires pour vraiment discuter en groupe, des ateliers pour aller travailler de façon plus pratique, des cours qui vont parler de l'histoire, de l'épistémologie, là, qui est un grand mot pour parler de comment les connaissances sont générées, de l'éthique aussi, comment se comporter lorsqu'on travaille avec les communautés ou les organisations ou les personnes autochtones et tout ça. Alors, avant, on le faisait, mais des fois, il fallait faire des cours en supervision, un à un, parce qu'il y avait pas, on n'avait pas assez d'étudiants ou d'étudiantes, ou bien c'était pas dans un programme là, formalisé. Donc, plus de dialogue, plus de discussion. Qu'est-ce que ça en dit justement sur les opportunités et sur l'avenir et la compréhension des enjeux autochtones? Bien, il y a encore beaucoup de travail à faire, là, forcé de le constater. Puis nous, on réussit à faire le petit bout qu'on est capable là, dans la mesure de nos moyens. Mais là, justement, avec ces programmes-là, on a plus de moyens. Ça donne des occasions à des étudiantes et étudiants de l'Abitibi-Témiscamingue, qu'ils soient autochtones ou non autochtones, mais aussi d'ailleurs au Québec et même ailleurs dans le monde, parce qu'il y en a partout, hein, des communautés autochtones qui vivent parfois soit des défis ou des enjeux similaires, ou alors c'est différent, puis la comparaison demeure intéressante. Donc là, ça nous donne une sorte de force là, multipliée pour faire des travaux sur toutes les questions qui sont d'intérêt pour les partenaires autochtones. Et à Rouyn-Noranda, la rue Joseph-Guyot, dans le quartier Évin, va finalement changer de nom. Il y a presque un an, la Ville confirmait étudier un éventuel changement après que d'anciens élèves du séminaire Saint-Michel aient affirmé avoir subi, il y a 60 ans, des abus sexuels de l'abbé Joseph-Guyot. Un collectif de personnes a déposé au mois de mai une requête au comité de toponymie pour que le nom de la rue soit modifié. Les résidents de la rue Joseph-Guyot et de l'avenue de la Fabrique vont prochainement recevoir une lettre pour proposer une nouvelle dénomination. Les changements devraient être connus et officialisés au courant de l'an prochain. Il a été reçu, là, ça, et jugé qu'il y avait effectivement lieu, là, c'était un toponyme significativement controversé. Ça ne faisait pas de doute pour le comité patrimoine toponymie. Et le conseil municipal également. Se mériter un nom de rue, c'est un honneur. C'est pas un droit, c'est un honneur. Dans le cas où ça devient gênant, où ça ne cadre plus, puis que c'est substantiellement, là, significativement controversé, ça devient presque un déshonneur d'avoir ce nom-là qui reste dans les conversations, dans les adresses et tout ça. Eh bien, il peut être jugé, comme dans ce cas-ci, utile de dire, ben, on va procéder à un changement. Et maintenant, dans le domaine agricole, la grande gagnante du concours Tournez-vous vers l'excellence est Annick Gauthier de la ferme JMA Gauthier située à Lorrainville. Elle a donc reçu une bourse de 5 000 $ de la part de la financière agricole du Québec. Dès son intégration à la ferme familiale en 2017, Annick a apporté ses idées pour prendre la direction du bio et l'entreprise a officiellement obtenu la certification en 2020. Et en quelques années seulement, la ferme produit près de son double de son quota laitier. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. France d'amour présente son spectacle 14 en région cette semaine. On y a parlé cet après-midi. On vous présente l'entrevue après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Déjà fort impliqué dans le milieu témiscamien, à titre de professionnel de la santé et spécialiste de l'activité physique, Maïna Dubois offre dorénavant ses services de kinésiologie et de kinésithérapie à temps plein. En plus d'utiliser le mouvement au service de la prévention et de la performance, son deuxième cycle universitaire lui permet également d'offrir des traitements à sa clientèle. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Au culturel Justine, la rockeuse France d'Amour vient faire son tour en région cette semaine. OK, oui, elle s'en vient casser la baraque comme elle sait si bien le faire en Abitibi-Témiscamingue avec son spectacle 14. Elle l'a présenté hier soir à Val-d'Or. Ce soir, vous pouvez la voir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Et pour les gens du Témiscamingue, elle sera demain au Théâtre du Rift. Elle vient présenter son album 14. Alors, si vous avez un manque d'énergie ou vous avez besoin d'un petit boost, c'est vraiment le spectacle à aller voir parce que France va vous donner son 100% ce soir. Le spectacle est drôle, il est réconfortant et il nous donne ce dont on a le plus besoin, de l'énergie. 14, écoute, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à jouer de la guitare. C'est mon 14e album. 7, c'est chiffre chanceux, x 2, c'est encore plus chanceux. C'est un album chanceux, ça porte chance, c'est un porte-bonheur. Ouais. Moi, je le vois, je dis souvent à mes musiciens, regardez les gens quand on arrive, quand on fait la première chanson puis la dernière. Écoute, là, ils ont justement 14 ans d'âge mental à la fin. C'est du bonbon, je voudrais les ramener dans ma sacoche. Ils sont fabuleux. En plus, quand j'ai loué les chambres d'hôtel, tout le monde me dit « Hey, France, tu vas voir, là, il va y avoir de la neige, il va y avoir de la neige, là, le 22 novembre, dans ce temps-là. Là. » Et là, pas une graine de neige. Ça veut dire qu'ils ont tout ramassé à la neige pour me faire plaisir, pour pas que je sois stressée ces routes. C'est-tu du bon monde, ça? Pas vu un banc de neige? Hey, merci beaucoup. Ça, c'est smart. Et Justine, on se déplace dans le monde de l'imaginaire maintenant avec la pièce jeunesse Perruche du Théâtre de l'Œil qui est présentée ce soir là, au Théâtre des Escars d'Amos. Cette pièce pour les enfants de 6 ans et plus vous amène dans l'univers de Noah, un enfant qui adore le monde tropical et qui veut s'enfuir de sa réalité. C'est une pièce avec des grosses marionnettes géantes, alors c'est vraiment impressionnant pour vos enfants à regarder. Alors vous pouvez la voir ce soir dès 18h30 au Théâtre des Escars d'Amos. La création est une adaptation du recueil de poésie Perruche de Virginie Beauregard et le prix du billet est à 18 $ pour les enfants et pour les adultes. Mais par contre, si vous êtes accompagnateur d'un enfant ou d'un groupe d'enfants, le billet sera gratuit. Et j'ai parlé avec une des comédiennes cet après-midi et elle pense que c'est vraiment un plus d'emmener votre enfant voir Perruche. Et je pense que déjà, d'aller au théâtre, ça ouvre beaucoup l'imaginaire, l'esprit des enfants. Ça leur permet aussi de découvrir des nouvelles façons d'aborder la langue. La poésie aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours comment amener aux enfants. Puis aussi, on a l'impression que c'est super dense, compliqué. Mais ça le prend avec légèreté puis grande douceur. Fait qu'il y a beaucoup de ça. Mais c'est aussi une grande aventure épique avec plein de couleurs puis plein d'explosions de toutes parts. Fait que je pense que c'est juste une aventure à vivre en famille. Je termine avec la Maison des jeunes de Rouyn-Noranda qui organise ce soir un spectacle pour les adolescents au Paramount. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a déjà une file qui se forme. Là. Les adolescents ont hâte d'aller passer la soirée avec de la musique et avec leurs amis. Les jeunes de 12 à 17 ans sont invités à ce show pour ados qui commence sous peu là, dès 18h30. Les portes vont ouvrir et il y aura Guillaume Laroche, DJ Sean, Syncope et Black Live qui seront là pour faire chanter et danser les adolescents toute la soirée. Il va aussi avoir des prix et des surprises durant la soirée. Et l'événement est gratuit. Alors, allez les ados, levez-vous, venez faire un tour, allez vous dégourdir avec votre gang d'amis. Je suis sûre que vous allez trouver ça super plaisant. Hein, merci de la suggestion, Justine. Je suis certaine que ça va faire le plaisir de beaucoup de jeunes d'aller à ce spectacle pour ados. À tantôt pour la météo. Les athlètes de la semaine au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sont le nageur Victor Blais et le joueur de hockey Zachary Provencher. On vous en reparle après la pause. Vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les athlètes de la semaine au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sont le nageur Victor Blais et le joueur de hockey Zachary Provencher. Victor s'est démarqué tant par ses résultats que par sa progression. Durant sa première compétition collégiale, il a remporté l'or au 100 mètres brasse et le bronze au 100 mètres 4 nages individuels. Avec sa performance au brasse, il se classe au 2e rang au Québec et au 13e rang du Canada chez les 18 ans. Et pour ce qui est de Zachary, il a dominé la feuille de pointage avec ses 5 buts et ses 2 mentions d'aide au cours du dernier week-end, ce qui lui a permis de se hisser à égalité au premier rang des compteurs de la Division 2.
Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la pluie pourrait se transformer en neige dans les prochains jours. Oh oui, Kémilia, enfin, quelques flocons de neige vont survoler l'Abitibi-Témiscamingue en fin de semaine. On va se le dire, on les attend avec impatience. Ouais. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, on aura un 60 % de probabilité d'averse de pluie avec un minimum de 2 degrés. Et pour le Témiscamingue, on aura de la pluie intermittente avec un minimum de 3. Et demain en Abitibi et au Témiscamingue, ce sera nuageux avec 40 à 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 6 degrés. Et un aperçu pour samedi, partout en région, on aura de la pluie ou de la neige avec un maximum de 3. Alors oui, on va peut-être avoir quelques flocons, mais ça sera pas aussi intense jusqu'à faire des bonhommes de neige. Quand même, on va se calmer. La saison des bonhommes n'est pas commencée, mais on va quand même pouvoir profiter un petit peu de la petite neige en fin de semaine. Ouais, ça pour ça, je pense qu'on va devoir patienter encore un petit peu. Merci, Justine. Et moi, je termine avec les CPE affiliés à la SQEES qui ont voté à plus de 90 % en faveur d'un mandat de grève. Les premières journées de mobilisation vont débuter les 4, 11 et 18 décembre. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Passez une belle soirée. On se retrouve au TVA Midi. À demain.